Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Benoît Edlis, donc je suis interne en neurochirurgie et je viens vous parler de la place de la recherche dans les méningiomes. Je me suis en fait arrêté cette année pendant un an pour faire de la recherche, notamment autour de cette thématique que je réalise en partenariat avec Amavea, et donc notamment autour des méningiomes hormono-induits. Je vais pas trop m'étendre sur ce qu'est un méningiome, on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, si ce n'est rappeler qu'il s'agit de la tumeur la plus fréquente du système nerveux central à hauteur de 40%, et qu'il s'agit d'une tumeur à prédominance féminine de par cette sensibilité à la progestérone. Également, il s'agit d'une tumeur bénigne, et donc ça m'amène à la question d'en fait, pourquoi s'intéresser au méningiome, pourquoi faire de la recherche? En fait, on pourrait se dire que tout simplement, c'est une tumeur bénigne, et à quoi bon? Évidemment, je grossis le trait et il y a entièrement la place pour la recherche dans les méningiomes. Tout d'abord, tumeur bénigne, effectivement, mais comme Madame Minaton le dira, il s'agit d'une tumeur bénigne que du nom. Et en vérité, c'est une tumeur qui est bien pénible. Bien pénible chez les patients symptomatiques, évidemment, mais également chez les patients asymptomatiques. On y reparlera tout à l'heure, mais la qualité de vie peut être fortement impactée, et ça indépendamment de ce côté symptomatique. Tumeur, qui dit tumeur bénigne, dit également du coup une tumeur dont l'espérance de vie, bah, globalement, elle est assez proche de l'espérance de vie dans la population générale. Et donc c'est une tumeur bénigne d'une part, mais en plus c'est une tumeur qu'on va traiter pendant très longtemps. Enfin, c'est une tumeur avec une prévalence qui est importante, et donc on a une vraie problématique de santé publique. Beaucoup de patients sont touchés par cette tumeur, et il faut apporter une prise en charge la plus adaptée possible. Comment on apporte une prise en charge la plus adaptée possible? C'est la recherche en fait qui va nous apporter ces clés de prise en main, comment apporter des solutions optimales pour ces patients. Et on peut voir que dans le passé, on avait peut-être sur le plan de la recherche une mise en avant plutôt d'autres tumeurs que les méningiomes. Et de manière assez intéressante, bah, quand on regarde sur PubMed, donc, qui est un petit peu le moteur de recherche pour les publications, bah, sur les méningiomes, on a 30 000 publications, là où sur les glios, on en a plus de 130 000. Alors c'est formidable évidemment dans les deux cas parce que ça reste très important, mais on peut voir que les méningiomes sont probablement un petit peu en deçà de ce que l'on pourrait faire, et il y a sûrement beaucoup de place encore pour la recherche dans les méningiomes. Également, comme on en parlait ce matin, bah, sur les classifications anatomopathologiques qui sont souvent mis à jour pour les gliomes et autres tumeurs primitives cérébrales, sur les méningiomes, en fait, depuis 2016, on n'avait rien du tout, et bah, c'est depuis l'année dernière, enfin, qu'on a une première mise à jour, et on espère que ça va aller justement de plus en plus sur une prise en compte de ces différents paramètres sur les méningiomes, et ces réponses, elles vont être amenées par la recherche. Donc pourquoi nous, à Sainte-Anne, on s'intéresse aux méningiomes? Quelle est notre légitimité sur le sujet? Eh bien, en fait, je vais y revenir tout au long des diaporamas, mais l'un des points clés pour faire de la recherche, de manière générale, c'est les données. Aucune publication ne pourrait être très pertinente si elle n'avait pas un nombre de données suffisantes. Et la data, c'est la vraie problématique pour faire ces publications. Nous, à Sainte-Anne, on a la chance d'être un centre de référence en neurochirurgie, mais surtout en neuro-oncologie, et donc d'avoir ce recrutement de patients et ces grosses bases de données qui nous permettent de faire autant de publications, et autant de publications souvent assez impactantes. Par ailleurs, on a cette force d'avoir plusieurs centres d'expertise, on en parlait ce matin, en imagerie, en anatomopathologie, mais également cette proximité avec d'autres équipes de recherche, notamment dans ces modules avec l'IPNP, que ce soit en neuroépilepto ou en imagerie. Et enfin, par rapport évidemment au méningiome hormono-induit, de par le partenariat qu'on a avec Amavea, on a une forte tendance à être influencé sur cette thématique, toujours par le fait que, évidemment, on a accès à plus de données. Donc voici une liste évidemment non exhaustive de certains projets qu'on a réalisés cette année et sur lesquels j'aimerais bien m'attarder. L'idée, c'est pas forcément de vous montrer une liste sommaire et un peu soporifique de ces études qui sont pour autant toutes très intéressantes, mais plutôt de vous montrer cette démarche scientifique, ce raisonnement qu'on peut avoir pour mettre en place ces projets et les différentes problématiques qu'on peut y rencontrer. Donc tout d'abord, bah, quand on veut mettre un projet en place, la première chose qu'on fait, c'est on se dit qu'est-ce qui a déjà été fait dans le domaine. Et ça, c'est vrai quand on est chercheur, c'est vrai aussi quand on est patient, c'est vrai aussi quand on est clinicien. On va donc sur PubMed et on met des mots-clés pour trouver ce qui a été fait. Sur les méningiomes et les hormones, globalement, ça remonte à 2006, les premiers rapports.
Depuis, il y a une flopée d'articles qui ont été faits sur différentes populations françaises, scandinaves, américaines, que sais-je, sur différentes hormones, différents risques qui ont été retrouvés. Et en fait, face à tout ça, on peut très vite être submergé et ne pas savoir en fait sur quelle population s'identifier, sur quel risque s'identifier. Et donc, ce qu'on a réalisé, c'est une revue systématique de littérature et une méta-analyse, qui sont en fait deux types de publications assez identiques. L'une, revue systématique de littérature, vient faire une synthèse qualitative en fait de toute cette littérature. Donc, c'est-à-dire résumer simplement quelles hormones donnent des méningiomes, lesquelles n'en donnent pas, comment les méningiomes évoluent au retrait des hormones, est-ce qu'il y a des localisations préférentielles, etc. À côté de ça, la méta-analyse, elle va venir synthétiser plutôt quantitativement, nous donner une fusion des différents risques sur les études les mieux réalisées et nous donner ainsi un effet global. À titre d'exemple, par exemple, pour l'androcure, on a retrouvé environ 5, voire même pas environ, on a retrouvé 5 publications de très bonne qualité qui, en étant fusionnées, retrouvent un risque de 12,3. Une fois qu'on a ça en tête, un autre projet qui nous a beaucoup tenu à cœur et qui est encore maintenant en cours, c'est l'étude de la qualité de vie. On en a beaucoup parlé. En fait, cette qualité de vie, c'est probablement peut-être ce qu'il y a de plus impactant pour un patient. Et malheureusement, en fait, nous, en tant que soignants, on n'a pas grand-chose pour évaluer cette qualité de vie. On n'a quasiment aucune donnée, en fait. Et pour les méningiomes, d'autant plus. Donc, pareil, on s'est intéressé dans la littérature sur ce qui était fait. Et de nouveau, on ne retrouve pas grand-chose en fait, si ce n'est rien. On retrouve juste un questionnaire spécifique au méningiome, le MQL, donc le Meningioma Quality of Life, qui est très intéressant, mais qui a été développé par une équipe canadienne et donc qui est en anglais. Donc inutilisable pour l'instant. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est tout d'abord de le traduire, puis de le valider. La validation, en fait, s'intéresse au fait que, sur le plan statistique, on doit s'assurer que notre nouvelle version du questionnaire est utilisable et évalue la qualité de vie de la même manière en anglais et en français. Donc, c'était un des premiers points. Et le second est qu'il s'agit d'une étude prospective. Par opposition à rétrospective, dont je reviendrai tout à l'heure, l'étude prospective, en fait, au moment de lancer l'étude, on n'a aucune donnée, les patients n'ont pas encore répondu, et au fur et à mesure du temps, on va récupérer des données. Et ça, c'est très important comme notion, en fait, c'est qu'on va intervenir auprès du patient, on va lui envoyer le questionnaire, et on va attendre une réponse. À partir de là, il y a un lot très important d'autorisation à faire, et notamment un accord du CPP. Le CPP, c'est le comité de protection des personnes, qui est un comité indépendant, pluridisciplinaire, il y en a dans chaque région, qui vise à donner un accord pour les études après une révision du protocole, de la méthodologie. Il faut savoir que cet accord, il est nécessaire, il est même indispensable. Tant qu'on n'a pas l'accord, on ne peut pas commencer l'étude. Et c'est une demande qui est assez complexe. On parlait ce matin de l'image du neurochirurgien qui n'est clairement pas un couteau suisse, mais plutôt un couteau parmi un ensemble de couteaux. Et ben, c'est tout à fait ça. Là, on ne peut pas avancer tout seul. Il est nécessaire d'être bien entouré. Et on en parlait tout à l'heure. On a la chance à Sainte-Anne d'avoir la direction de recherche qui permet de nous appuyer dans ces demandes, de mettre en place le personnel qui sait faire ces demandes et donc de pouvoir lancer le projet. Pour vous faire un petit peu la genèse de tout ça, donc quand on a commencé le projet, on l'a commencé en novembre, le temps de faire la traduction, le protocole, la méthodologie. Au bout de 2 mois, on était bon, donc en décembre, on a lancé notre première demande au CPP et on a été refusé. Pour certaines raisons, donc du coup on a dû remodifier quelque peu notre protocole et malheureusement un second refus. Donc on a dû redemander une troisième fois, avoir après un troisième dépôt, enfin l'accord. Globalement, tout ça, ça a pris 6 mois. Ça a pris 6 mois qui n'étaient forcément pas prévus, qui n'étaient pas forcément attendus, et pendant lequel on ne pouvait pas faire grand-chose. Tant qu'on n'a pas l'accord, on ne peut pas commencer. Donc du coup, on se concentre sur autre chose. On se concentre sur autre chose, mais ce projet, en attendant, on attend. Effectivement. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça aujourd'hui? Donc, on a eu les autorisations et merci probablement à certains et certaines d'entre vous pour leur participation parce qu'on a testé et validé donc le questionnaire sur un petit fragment de la population de patientes atteintes de méningiome hormono-induit, notamment. Et maintenant que ce questionnaire est validé sur le plan statistique, on peut l'appliquer sur la population générale.
Et c'est donc maintenant là où on en est. Et d'ailleurs, j'espère qu'on vous sollicitera incessamment sous peu, vous qui êtes porteur de méningiome. Et ça sera d'ailleurs relayé par un AVA, j'espère. Mais, euh, mais on attend d'un second accord du CPP pour faire cette étude sur la population générale. Et on espère qu'on l'aura bientôt. C'était d'ailleurs une des remarques d'un des refus qu'il n'était pas possible d'avoir une autorisation pour valider et évaluer sur la population générale, mais qu'il fallait deux CPP distincts. Je change un peu maintenant de thématique pour m'intéresser plutôt à la localisation et à l'imagerie des méningiomes. Il faut savoir qu'en fait, pour classifier les localisations des méningiomes, on a souvent tendance à y associer une localisation assez, assez subjective, malheureusement, et une taxonomie assez grossière, en classifiant une tumeur comme convexitaire, base du crâne, frontale, pariétale, diadrocine orbitaire, mais que globalement, on est assez peu précis dans cette classification et que ça peut être à l'origine de problèmes d'interprétation et de raisonnement sur ces IRM. Une méthode qui a été mise au point, on en parlait un peu tout à l'heure, par l'équipe du professeur Palu et qui a donc pas mal été appliquée sur les gliomes par certains neurochirurgiens précédents, c'est la voxel-based lesion mapping. C'est bon, une notion assez complexe sur laquelle je ne vais pas trop m'étendre, mais qui globalement, en fait, donc un voxel c'est un pixel en 3 dimensions, et comme vous le savez, une IRM c'est une imagerie en 3 dimensions. Donc en fait, au lieu de s'intéresser à une classification subjective du méningiome, on va venir segmenter pour chaque IRM, dire si un voxel est ou non de la tumeur, puis fusionner l'ensemble de ces IRM pour dire, sur le plan statistique, si certains voxels sont associés significativement à certains paramètres. Est-ce qu'une localisation est par exemple plus associée à un déficit neurologique, à une tumeur de haut grade ou à des progestatifs. Donc là, par rapport à ça, évidemment, de nouveau, ça demande une pluridisciplinarité et des compétences que, en tant que neurochirurgien, on n'a pas forcément, notamment sur tout ce qui est codage informatique, programmation, où on a la chance d'avoir cette proximité avec l'équipe d'Imabrain qui nous apporte certains ingénieurs informatiques qui peuvent nous aider à mettre en place ces programmes. Aussi sur le plan des infrastructures, ça prend beaucoup de données, donc il faut avoir les capacités de stockage, mais également des machines qui sont capables de faire des calculs, plusieurs millions de calculs à la fois. Donc tout ça nous est procuré par les différentes infrastructures autour de nous et qui rendent ces projets réalisables. On a donc entre 2000 et 2025, là, on est en train de finaliser l'analyse des résultats, mais j'en ai un petit peu affiché qui sont plutôt encourageants. Et on a analysé plus de 1300 patients sur un ensemble de jeux de données. Une dernière notion, et j'en aurai terminé, sur les ostéoméningiomes, et surtout, je voulais insister sur l'importance des classifications. En fait, on s'est intéressé à la notion de qu'est-ce qu'un méningiome, et donc de nouveau, on a regardé dans la littérature, et là par contre, on n'a pas trouvé grand-chose. Déjà parce que le terme d'ostéoméningiome est assez débattu. Est-ce qu'on parle plutôt de méningiome en plaques, de métaplasie osseuse, d'ostéoméningiome? On n'en sait pas grand-chose. Et en plus, quand on regarde ce qu'est un méningiome, ou un ostéoméningiome plutôt, certains s'accordent à dire que c'est une tumeur, comme je vous ai mis des IRM ici, purement intra-osseuse, d'autres une tumeur intra-osseuse et intracrânienne, mais personne ne s'accorde sur une définition ou une classification. Et le problème, c'est que ça peut mener à des problèmes d'interprétation dans les résultats en fonction des patients qu'ils ont inclus, et à des résultats assez peu extrapolables sur nos populations. Ce qui m'amène à, en fait, pourquoi on cherche à classifier des tumeurs de manière générale, c'est ce qui permet en fait d'organiser nos connaissances, d'organiser les résultats que nous apporte la recherche sur un patient donné. D'une certaine manière, ça nous apporte une médecine personnalisée sur le patient, et en l'absence de ces classifications, globalement, c'est un vecteur d'erreur vraiment majeur, et on a du mal à raisonner sur une donnée si elle s'applique sur une population qui est très vaste. Les ostéoméningiomes en sont un très bon exemple parce que une prévalence qui est non nulle, qui est entre 4 et 17%, donc une grosse fraction des méningiomes quand même, en fonction de comment on définit l'ostéoméningiome évidemment, et un taux de récidive qui est aux alentours de 1%, contre 6 à 9% pour un méningiome classique. Ici, je parle de grade 1 parce que l'ostéoméningiome n'est pas un facteur de malignité, donc ils sont considérés la plupart du temps comme des grades 1 également. Et ce taux de récidive majeur est probablement expliqué par une prise en charge qui n'est pas forcément adaptée, probablement pour l'instant,
des clés apportées par la recherche insuffisantes. C'est un peu dans cette idée qu'on a essayé d'établir une classification des ostéoméningiomes, classification pour laquelle on a essayé d'impliquer un protocole assez similaire à la fois précédente en analysant les voxels, en les définissant comme tumeurs osseuses ou tumeurs intracrâniennes, et en les regroupant en différents sous-groupes. Et ensuite, a posteriori, en analysant ces différents sous-groupes en fonction des présentations radiocliniques, on retrouve des associations significatives sur beaucoup de paramètres tels que les symptômes neurologiques ou les préjudices esthétiques. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur les autres projets, mais en sachant qu'évidemment on en a beaucoup en cours et à venir. Et je me ferai un plaisir de vous en parler si jamais vous voulez. Merci beaucoup.